Salut à toi, pensée du jour numéro 95 ou 95, suivant d'où tu m'écoutes. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, comme je l'ai dit dans la pensée du jour précédente. Aujourd'hui, j'ai réussi à en poster 2 avant celle-là, donc allez les checker. Une sur la spirométrie, une sur un petit cas d'étude que j'ai fait avec coach Saverio Lamenta, fondateur de Keep Up Genève. Donc allez checker ces vidéos avant de regarder celle-là. C'est marrant, juste avant de commencer à enregistrer, Raphaël Puech de l'atelier Fit a mis en lien dans sa story ma présentation sur les filières énergétiques, donc merci à toi Raphaël. Pour ceux qui suivent un petit peu ses travaux aussi ou l'atelier Fit, le podcast que j'ai enregistré avec Raphaël sera dispo demain soir, jeudi soir. Donc super conversation et c'est vraiment rigolo parce que le sujet de la conversation d'aujourd'hui et un des sujets de conversation qu'on avait pendant le podcast et le fait qu'il ait mis en story ma vidéo sur les filières énergétiques, je vais essayer de ramener tout ça ensemble ici dans cette vidéo. Pour donner un peu de contexte, pendant le podcast qui sort donc demain, on a parlé de terminologie, de quels termes on utilisait pour décrire certains types d'entraînement ou certaines adaptations qu'on cherchait au niveau physiologique. Et je ne vais pas dire que je l'ai poussé parce qu'on était sur la même page de ce côté-là, mais on a parlé de différents termes qu'on utilisait ou qu'il faudrait utiliser ou qu'il ne faudrait pas utiliser, notamment les termes lactique, aérobie, etc. etc. Et récemment, je suis tombé sur un podcast que je mettrai en lien dans la description. C'est en anglais, désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. Allez apprendre l'anglais et allez écouter le podcast. C'est un des meilleurs podcasts que j'ai écouté récemment. Je peux même pas penser à un podcast qui était aussi bien que ça récemment. C'est le podcast de Peter Attia, qui est médecin et qui est aussi un mordu de tout ce qui est des datas autour de la santé et de la performance, qui recevait Inigo San Milan, qui est le coach de la personne qui a gagné, je ne me rappelle plus son nom, je suis vraiment désolé, l'athlète qui a gagné le Tour de France en 2020. C'est son coach à lui. C'est un gars qui est médecin également, qui travaille autant dans la performance, autant dans le côté recherche autour du cancer. Et énormément de sa recherche se tourne autour des mitochondries. Et donc, il parle en gros d'une façon de déterminer, que je mettrai en lien aussi dans la description. C'est un papier qu'il a publié en collaboration avec George Brooks. Donc pour ceux qui ont suivi un peu mon contenu ces derniers mois, les 2-3 fois où j'ai parlé du lactate, j'ai référencé George Brooks qui travaille sur cette molécule depuis les années 80. J'ai d'ailleurs commandé son nouveau livre, commandé son livre que je me réjouis de lire. J'essaie de revenir là où j'en étais, je vais essayer de ne pas perdre le fil, il y a pas mal d'infos que j'aimerais caler dans cette vidéo. Donc, il parle d'une façon de, en gros, déterminer l'efficacité métabolique, donc au niveau des mitochondries. Et ce qui était super intéressant pour moi dans ce podcast, c'est que récemment, j'ai commencé à creuser un petit peu plus tout ce qui est des différents types de fibres musculaires, en sachant que, excusez-moi, les types de fibres ont un impact sur je vais reformuler ça, différentes fibres musculaires. Donc on a 3 catégories ou 2 catégories générales et ensuite dans la deuxième catégorie on a 2 sous-catégories. Donc les types 1 dites fibres lentes ou fibres oxydatives ou fibres rouges, et on a ensuite les fibres rapides qu'on appelle aussi de type 2, les fibres lentes étant de type 1, type 2, on a type 2A et type 2X. Il y en a qui disent type 2A et type 2B. D'après ce que j'ai lu, la type 2A et type 2B, c'est ce qu'on utilise dans les animaux de manière générale, mais chez les humains, les fibres type 2B, on les appelle type 2X. Donc voilà, j'ai peut-être tort là-dessus, mais c'est ce que j'ai trouvé jusqu'ici. Donc on a des fibres de type 1, qui sont dites oxydatives et qui vont en gros principalement oxyder des graisses et des glucides dans les mitochondries. On a ensuite des fibres de type 2A qui sont un petit peu entre les deux, qui elles vont plutôt
elles ont beaucoup moins de mitochondries, les fibres de type 1, et elles vont principalement oxyder du glucide dans le cytosol de la cellule. Okay, et donc ça va produire du lactate. Maintenant, ce lactate, il peut être réutilisé dans cette même cellule, mais d'après ce que Inigo dit dans le podcast, et c'est des choses qu'on retrouve dans les travaux de George Brooks, avec qui il a collaboré et il collabore encore depuis très longtemps, c'est que le lactate qui est produit dans les fibres de type 2A, il va ensuite pouvoir être recyclé par les mitochondries des fibres de type 1. Donc, on a en gros cette idée que plus les fibres de type 1, donc plus nos fibres lentes sont développées, et là on est bien sûr dans un contexte purement endurance, il parle de cyclisme, il parle de sport d'endurance, donc on reste dans ce cadre-là. Il faudra, je pense, pour que je creuse un petit peu plus pour essayer d'extrapoler tout ça à d'autres disciplines, mais c'est clair que dans un contexte de sport d'endurance, plus on a des fibres de type 1 qui sont développées au niveau de leur capacité oxydative à oxyder des graisses qui vont être, on va dire, la façon la plus efficiente de générer de l'ATP, et du lactate qui est généré, par les fibres de type 2A. Je suis vraiment désolé, j'essaye du mieux que je peux, mais c'est compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ces vidéos, elles me servent à essayer de structurer mes pensées. Donc si je bégaye, c'est normal parce que je n'ai pas encore tout compris. Et donc plus on a des mitochondries et des fibres de type 1 développées, plus on va pouvoir utiliser des graisses, brûler des graisses pour générer de l'ATP, et plus on va également pouvoir recycler le lactate qui est généré par les fibres de A. Et c'est là où on parle en gros de capacité aérobie ou de puissance aérobie, et on en revient à la conversation que j'avais eue avec Raphaël, parce que c'est des termes sur lesquels je l'ai poussé un petit peu, et je pense qu'apporter cette nuance de fibres musculaires, c'est important, en sachant que suivant l'intensité de l'effort qu'on va produire, on ne va pas nécessairement recruter toutes les fibres. On a ce principe de taille, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais c'est le The Henneman Size Principle, qui dit que, encore une fois, si je merde dans la terminologie, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais en gros, plus la force qui est demandée à être produite est importante, plus on va recruter d'unités moteurs qui sont grandes, et en général, les plus grandes unités moteurs vont être liées à des plus grandes fibres musculaires type de A, type de X. Donc en gros, quand on produit par exemple 100 watts sur un vélo, on ne va pas aller taper dans les fibres 2, parce que l'effort ne nécessite pas ce rendement d'ATP, on va dire, cette production d'énergie aussi rapide, et donc on va pouvoir simplement se baser sur nos fibres de type 1 pour générer cette énergie. Et Inigo, encore une fois dans le podcast, parle de l'importance du travail en zone 2, qui est en gros à l'endroit où on va brûler le plus de graisse, et 2, là où on va pouvoir recycler un maximum de lactate qui est produit par ces types 2A. Donc c'est un petit peu trouver cet équilibre parfait, et vraiment essayer de travailler pour en gros solliciter au maximum les fibres de type 1 et leurs mitochondries, et pour faire en sorte qu'elles aient plus de mitochondries et des mitochondries qui soient plus efficientes aussi au niveau de leur rendement. Inigo parle du fait que lui travaille dans la performance, dans le cyclisme de haut niveau depuis beaucoup d'années, et il dit la VO2 max c'est une valeur, mais au final c'est pas ça qui va déterminer le résultat d'une course, parce qu'on a cet aspect d'économie qui est fondamental, qui est super important. Combien de watts on peut produire par kilo de poids de corps, et ensuite pour une quantité de travail donnée, combien d'énergie on va devoir générer, en sachant que on n'a pas tous la même efficience à ce niveau-là, et donc plus on est efficient, plus on va pouvoir être économe dans notre façon de générer un effort donné. Et donc ça revient un petit peu sur la conversation qu'on avait avec Raphaël, dans le sens où on a, et je reviens sur
je reviens ici sur mes propos donc pour essayer de recadrer le tout. Et encore une fois, il faut que j'essaye de mettre en contexte tout ce que j'ai entendu dans ce podcast et ensuite ce entre guillemets nouveau modèle des filières qui s'avère être peut-être totalement faux, comme je l'avais dit déjà. Mais en gros, on a cette nuance des types de fibres et des types d'efforts qui sont fournis qui changent complètement la donne. Donc, est-ce qu'on devrait plutôt partir ou est-ce qu'on devrait laisser ce modèle, ce nouveau modèle certes, mais qui est général, qu'on devrait le laisser de côté et créer un modèle qui consisterait de plusieurs scénarios différents dans lesquels on sollicite différents types de fibres pour différentes puissances données à différents moments d'un effort donné pour avoir plus de précision sur ce qui se passe exactement. Parce que cette idée du seuil aérobie, de la puissance maximale aérobie, dans ce cadre-là, à mon avis, elle est intéressante. Encore une fois, je reviens sur des choses que j'ai peut-être dit dans le passé, mais ça ne me dérange pas. Je savais ce que je savais au moment où j'ai fait ces vidéos et j'en sais peut-être un petit peu plus maintenant. Et donc si j'avais tort dans mes propos auparavant, c'est important de les mettre à jour. Donc voilà, j'espère qu'on arrive à suivre parce que ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est un petit peu l'état de mon cerveau à l'heure actuelle. Donc j'essaye de structurer tout ça. Mais donc je pense que le modèle des filières énergétiques, je pense pas qu'on puisse avoir un seul modèle. C'est peut-être ça la conclusion de ce fil de pensée là que je viens d'essayer d'élaborer ces 10 dernières minutes. Je ne sais pas s'il y a un seul modèle parce qu'il y a plusieurs scénarios différents, il y a plusieurs types de fibres différents, différents efforts requièrent différents types de recrutement et différents processus énergétiques. Encore une fois, le lactate il est produit au-dessus d'un certain seuil, en sachant que si on arrive à rester, et pour prendre les chiffres que Inigo mentionne dans le podcast, pour lui ce seuil de 1,82 millimoles de lactate, en gros si on arrive à rester en dessous, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas de lactate. Il y a un flux de lactate qui se fait, mais le surplus de lactate qui est généré dans les fibres 2, elles vont être recyclées par les fibres type 1. Et ensuite, ce qui reste dans le sang, c'est ça, c'est le reste. C'est ce qu'on a quand on fait lactate produit moins lactate recyclé égale ce qui reste dans le sang, de manière générale. C'est pas exact, mais c'est ce qu'il utilise en gros pour déterminer ce seuil de travail de zone 2 de manière la plus précise possible, en sachant que si on arrive à rester juste en dessous de ce seuil, eh ben on va produire une puissance, maximale au niveau aérobie sans commencer à aller accumuler du lactate. Et ensuite on sait que une fois qu'on commence à accumuler du lactate, on commence à ne plus libérer autant d'acides gras et ça va aussi réduire le taux de lipolyse. Donc en gros, dès que le lactate monte, l'oxydation des graisses tombe et donc maintenant on passe dans un paradigme qui est complètement différent. Et donc voilà, je pense que c'est un système complexe. C'est un système biologique complexe, on n'a pas encore tout compris, loin de là. Et donc je pense que plus on peut apporter de nuances à cette conversation, plus on va pouvoir aller loin et plus on va pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc à l'heure actuelle, ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre cette façon de voir les choses ou la façon dont Inigo a décrit les choses avec cette nuance des différents types de fibres, avec les différentes structures qu'elles ont, différentes fonctions qu'elles ont aussi, comment est-ce qu'elles interagissent. Et maintenant, il faut qu'on arrive à rajouter cette couche avec cette idée de l'oxygène, de la saturation d'oxygène. Comment est-ce qu'on peut entremêler tout ça? Je pense notamment qu'il y a des limitations au niveau... au niveau des données. C'est pas des limitations au niveau des données en elles-mêmes, c'est l'applicabilité des données du MOXIE par exemple sur des sports qui sont, on va dire, énergétiquement très intenses et courts dans le temps, parce que c'est pas nécessairement entre guillemets la filière qui va être utilisée, du fait que c'est pas les types de fibres qui vont être utilisés de manière principale. Bien sûr, quand on va taper dans les fibres 2, les fibres 1, les fibres de type 2, les fibres de type 1, elles sont de toute façon recrutées. Mais encore une fois, le lactate qui est généré
ces plus hautes intensités, il est généré à une vitesse qui est plus grande que, ou qui surpasse la capacité des mitochondries des fibres de type 1 à recycler ce lactate. Et donc, en gros, on a une accumulation qui va se faire. Et bien sûr, ce n'est pas le lactate en lui-même qui cause les soucis, c'est les ions d'hydrogène qui viennent avec. Et c'est ça qui vont avoir un gros impact sur la contractilité, si c'est le mot en français, des fibres musculaires, sur l'état de fatigue, sur potentiellement le ressenti, sur l'équilibre acide-base aussi. Et là, voilà, on arrive au stade où la respiration est super importante. Enfin, c'est vraiment un tout. Et donc je pense, pour revenir un petit peu encore une fois sur le modèle des filières en lui-même, ce que j'ai présenté dans cette vidéo que Raphaël a référencé juste un petit peu plus tôt cet après-midi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est incomplet. Je pense pas que ce soit faux, je pense que ce soit incomplet. Et donc je pense que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, je vais travailler à essayer de collecter plus d'informations, mieux comprendre tous ces différents aspects, toutes ces différentes nuances, comment est-ce que ces différentes perspectives s'intègrent. Mais quoi qu'il en soit, on sait que les types de fibres sont fondamentaux. C'est très très important de comprendre quel type de fibres on recrute quand et pourquoi. Comment est-ce que ces différentes fibres fatiguent. Comment est-ce qu'on développe les différentes capacités de ces différentes fibres musculaires. Donc, et je ne me rappelle plus dans quel sens ça allait, mais Raphaël parlait de puissance aérobie et de capacité anaérobie, quelque chose comme ça, ou capacité lactique, ou puissance lactique, je veux dire, on peut en parler dans les deux sens. Je pense que dans ce contexte-là, c'est des termes qui peuvent se tenir encore. Et donc, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit dans le podcast, parce que j'avais la perspective de ce que je savais avant, et maintenant, j'en sais pas plus, mais en tout cas, je sais que j'en sais un petit peu moins, et donc j'ai moins de problèmes à mettre de la nuance dans mes propos. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on efface complètement ce vocabulaire aérobie, anaérobie, parce que c'est vraiment des processus qui existent, qui coexistent et qui travaillent ensemble, mais pas toujours de la façon dont on pensait. Donc j'invite tous ceux qui ont eu l'opportunité déjà de regarder ma présentation sur les filières, et ceux qui en plus de ça seront allés écouter le podcast, et en plus de ça qui seront allés lire le papier que j'ai mis dans la description, ou alors qui ont bien sûr c'est de loin pas des prérequis pour faire des commentaires. Tu peux laisser un commentaire quand tu veux, comme tu veux, peu importe ton point de vue et peu importe les connaissances que tu apportes pour soutenir ce point de vue. Mais donc, de ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens, en quoi est-ce qu'on revient peut-être un petit peu entre les deux, entre guillemets l'ancien modèle et ce nouveau modèle. Comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble, parce que je pense que c'est là où c'est intéressant. Quand j'ai écouté ce podcast, je me suis pas dit ah merde, tout ce que j'ai fait avec l'oxygène ça veut rien dire, c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Non, parce que je le vois de mes propres yeux, ça a du sens. Il y a de vastes ressources qui ont montré que c'était le cas, mais maintenant il y a d'autres aspects, il y a plus de finesse à apporter, et donc il ne faut pas juste le jeter à la poubelle. Il faut se dire comment est-ce qu'on peut amener les deux ensemble. C'est peut-être ce que j'avais essayé de communiquer dans une de mes pensées du jour précédente, si c'est pas celle juste avant, c'est d'essayer d'agglutiner, de conglomérer, je sais plus, ça c'est des mots que j'ai peut-être inventés à l'instant, de mettre ensemble. Encore une fois, Guillaume il aime bien me corriger sur mon vocabulaire, donc Guillaume, hésite surtout pas à m'aider avec tous mes mots de français que j'ai pas encore ou que j'ai oublié. Ou que je sais pas encore, ou je sais que je connais simplement pas. Mais comment est-ce qu'on peut mettre ces idées ensemble? Comment est-ce qu'on peut les combiner pour faire un modèle qui est plus détaillé, plus juste? Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. C'est pas avoir raison. Moi je m'en fous d'avoir raison. Je suis content d'avoir tort sur tout. Mais si on fait avancer les choses et si on peut mieux comprendre, je pense qu'on avancera tous. Donc voilà, je sais pas qui c'est qui est arrivé à cette 20e minute de vidéo. Avec des mots qui partent dans tous les sens et des pensées qui partent dans tous les sens. Quoi qu'il arrive, voilà, je me suis dit je profite un petit peu de cette belle marche dans les champs pour parler un petit peu, parce que moi ça me fait du bien et je sais que certains d'entre vous l'apprécient aussi.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire, que tu aies apprécié ou non. Critique, négative, positive, constructive, tout ce que tu veux, envoie. Et puis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao!